Il y a des moments difficiles quand tu passes de cet environnement où tu es employé à quelque chose où tu es en profession libérale. Les clients, il faut que tu ailles les chercher. Tu vois, il y a des hauts, des bas en tant que coach. Il y a des moments où c'est un peu plus dur que d'autres, mais j'ai pas regretté du tout depuis et je me revois pas repartir avec le costume. Tu peux donner des cues ou tu peux dire à quelqu'un, voilà, il faut que tu descendes plus sur ton squat. Si physiquement ils peuvent pas, tu peux leur crier dessus, tu peux leur dire 20 Mm. 000 fois, ils n'y arriveront pas, quoi. Donc, et je voulais comprendre le pourquoi et comprendre ces éléments-là, tu vois, avoir cette couche en plus de savoir qui me permettrait de les aider. Il faut garder l'athlète en succès le plus souvent possible parce que c'est ce qui lui donne la confiance, qui va le garder dans la constance, dans l'entraînement. C'est le challenger aussi, au point des fois de le faire, de le mettre dans une situation d'échec. Parce qu'il ne faut pas attendre la compétition pour qu'il sache comment aborder l'échec. Dans ce podcast, j'échange avec Cyril Gréchy, coach de CrossFit spécialisé en suivi individuel depuis 2018. Avec Cyril, on échange sur comment il prend en charge de nouveaux athlètes, l'importance de connaître ses athlètes pour mieux coacher, comment il évalue les limitations biomécaniques de ses sportifs et aussi comment il permet à ses athlètes de performer à leur meilleur niveau en compétition. Merci à All You Need Nutrition de soutenir ce podcast. All You Need est une marque de compléments alimentaires de la plus haute qualité made in France. Si tu t'entraînes dur et que tu veux assurer tes apports en vitamines et minéraux, leur produit One a tout ce qu'il te faut. Utilise le code UPSIDE pour bénéficier de 10% de rabais sur ta prochaine commande et reste bien jusqu'à la fin de ce podcast pour en savoir plus sur All You Need et pourquoi j'ai décidé de travailler avec eux. Maintenant, sans plus attendre, voilà mon échange avec Cyril Gréchy. Cyril, bienvenue sur le podcast. Comment tu vas? Très bien. Merci Sean, merci de m'accueillir. C'est un plaisir de te recevoir. Pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Cyril? Qui es-tu et que fais-tu? C'est combien de temps on a? Toute la journée. Non, je m'appelle Cyril Gréchy. Je suis coach de CrossFit. Je me spécialise surtout dans l'accompagnement individuel où je coach beaucoup d'athlètes en individuel. Euh, Surtout des gens qui cherchent à faire de la compétition. Après, c'est vrai que je travaille aussi avec des gens qui veulent juste être un peu plus en forme, s'amuser à la salle, entre guillemets. Mais Mhm. c'est vrai que la partie principale, c'est supporter les coachs. Et j'ai commencé le CrossFit en 2014, moi personnellement, et j'ai commencé à coacher en plein temps. C'était en 2018 maintenant, donc un peu plus de 7 ans, Mhm. si je me trompe pas. Donc voilà, je suis à Manchester, en Angleterre. Ouais, Donc j'ai quitté la belle France il y a 15 ans maintenant. Donc 15 voilà. ans. Tu viens d'où en France? Je suis né à Perpignan Ouais. et j'ai grandi à Toulouse. Après, j'ai fait mes études à Paris pour un petit morceau Mhm. et après un passage en Italie et je suis parti à Londres. Qu'est-ce qui t'a attiré dans le CrossFit? Tu as dit 2014 quand tu as commencé. Comment tu l'as découvert? Parce que t'as un passé avant ça qui baignait déjà dans le sport. Bah, tu sais quoi, peut-être avant de parler CrossFit, parlons un petit peu de ce que tu as fait avant le CrossFit. Tu étais dans le Ouais, tennis, c'est ça? avec plaisir. Ouais, tout à fait. Alors moi, le tennis a été un de mes premiers sports. Bon, disons, j'ai fait quoi? Ça devait être un an de rugby. J'avais 4 ans parce que c'était le sport qui prenait à cet âge-là. Le foot commençait à 5 ans, là où Ok. j'étais. Donc, j'ai fait un an de rugby. Après, je suis parti faire du tennis. C'était le sport que mon papa faisait à l'époque. Et j'ai grandi en jouant au tennis pendant des années, en faisant de la compétition. C'était vraiment presque du plein temps. Là, pendant quelques années, j'étais avec la fédération, donc Mhm. c'était 15 heures par semaine quand tu as 7-8 ans déjà. Et ben, ça a été le sport que j'ai fait en grandissant. J'ai coaché le tennis quand j'avais 14 ans. Je faisais du mini-tennis, je faisais coach de mini-tennis, donc Ouais. les petits qui courent partout, c'était un challenge déjà. Et donc, du coup, voilà, le coaching, c'est toujours resté, c'était déjà en moi, entre guillemets. Et après, bon, j'ai fait un peu de rugby en université. Et tu vois, quand j'étais adolescent, je me suis mis à la muscu. À l'époque, c'était le muscle et fitness ou les flex, etc. Et j'ai fait ça quand j'ai déménagé à Londres. Et en fait, avec un copain à la salle, on était, tu vois, on faisait toujours squat, deadlift. On a trouvé des vidéos d'haltérophilie. On se disait, oh, on a envie de Ouais. savoir comment on fait. Hop.
on regardait en ligne, on a trouvé des vidéos de CrossFit et après, voilà, on a cherché la salle, entre guillemets. Il y en avait à l'époque, il y en avait peut-être deux ou trois à Londres. Ouais, ouais. En 2014, c'était pas grand-chose et j'ai commencé comme ça. Et depuis, ça y est, j'en ai fait mon métier et ma passion. Tu te rappelles des premières vidéos que tu as vues CrossFit en ligne à cette époque-là? Euh, Honnêtement, exactement, je te dirais, je saurais pas te dire, mais c'était, tu vois, tu avais le CrossFit Journal, tu avais les Ouais, vidéos, quelques vidéos des games. Là, je me rappelle pas l'année, mais tu vois, quand ils montent, ça devait être, c'était à Romas ou même avant, où ils courent tous sur un chemin en sable. ouais, Je sais pas s'ils avaient un sac ou pas à porter. Enfin, voilà, c'était ces vidéos avec les spillers, Calipa. ouais. Enfin, voilà, la Ah ouais, première génération, vraiment. il y avait genre, il y avait un trail un peu dans les montagnes. Je crois que c'était quand ils étaient encore à, je crois je sais pas s'ils étaient encore en Californie sur le ranch. Et il y avait un event justement ouais, où il y avait un gros trail. C'était la première fois, je crois qu'ils sortaient un petit peu on va dire, du cadre de base CrossFit avec les WOD qui sont, bah voilà, qui sortaient pas vraiment Ouais. du cercle gym, si tu veux. Ouais, ouais, je me rappelle de ces années-là. Moi, je sais que une des premières vidéos que j'avais vues, c'était celle où Rich Froning, il expliquait qu'il s'entraînait 4 fois par jour. Et euh, je me demande encore à ce jour si c'était pas une tactique pour faire en sorte que tout le monde se Se bute à grille. l'entraînement et pouvoir récupérer derrière. Je voulais revenir sur quelque chose que tu as dit avant. Tu as commencé à coacher le mini-tennis à 14 ans. Qu'est-ce qui t'a drivé là-dessus? Est-ce que c'était quelque chose que tu voulais faire, quelque chose qu'on t'a encouragé à faire? C'est quelque chose qu'on m'a encouragé. C'était à l'époque, en gros, moi j'ai grandi, j'ai joué au tennis à l'époque où j'avais des amis de famille qui venaient d'acheter un club de tennis. Et tu vois, c'est mon coach depuis que j'avais 6 ans. C'est comme un deuxième papa. Mhm. Et si tu veux, il montait tout ça. C'était à une époque où moi je sortais de 3 ans où j'avais dû arrêter de jouer parce que j'avais eu des problèmes de croissance au genou, un après les autres. Et ils voulaient me garder, enfin, me garder un peu motivé, tu vois, utiliser ma passion d'une autre façon. Ils m'ont dit, ben, pourquoi est-ce que tu viens pas nous aider à donner des cours aux petits au mini-tennis? Comme je connaissais déjà la fédération, ils m'ont dit, parce que d'habitude, il te faut avoir 18 ans pour pouvoir Mhm. passer le diplôme d'éducateur, mais parce que voilà, ils me connaissaient depuis un moment, ils ont dit voilà, on te laisse passer avec tout le monde, pas de différence, vas-y. Et j'ai obtenu le diplôme et je m'y suis mis pour quelques temps. Donc ça a été un peu encouragé, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'ils ont dû sentir qui était en moi, parce que quand tu as 14 ans, tu vois, tu le sais pas trop, quoi. Tu sais pas trop si ça va te plaire, si c'est la fibre, mais bon, voilà, ça m'a donné une exposition à tout ça, quoi. Tu as parlé de problèmes de croissance étant jeune. Avec le recul, est-ce qu'il y avait déjà quelque chose à la base? Est-ce que c'était lié à ton volume d'entraînement très très jeune? Tu arrives à avoir un peu de perspective là-dessus maintenant? Je pense que c'est un peu les deux. Il y a, tu vois, un de mes problèmes, c'était un Osgood-Schletter Mhm. que mon frère avait aussi, donc Ok, c'est dans la famille. ok. C'est aussi quelque chose, tu vois, avec le recul, que plus tu fais de volume, plus tu fais ben, de la course sautée, etc. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est là où tu as des prédispositions, mais après, en fonction de la quantité de sollicitations que tu mets sur l'articulation, voilà, ça a été un des facteurs. J'ai une ostéochondrite sur l'autre, donc c'est un peu pareil. Et puis Hmm. c'est un âge où ben, euh, moi, déjà, naturellement, je suis très mobile, etc. Ok. Bon, déjà, quand tu as 10 ans, ben, pareil, tu vois, au niveau tension musculaire, c'est pas encore trop là. Et c'est vrai que c'est des choses où ben, les articulations prennent beaucoup plus voilà, d'impact et de sollicitation. Et c'est ce qui te dire la proportion, mais bon, avec le recul, faire 15 heures de... Attention, je dis ça, mais je me dis, un enfant, il court partout, il fait du sport toute la journée. Ouais, après, Donc, là,
Ouais, donc, je pense que tu fais bien de faire l'avocat du diable sur ce point-là, et je me permets de revenir dessus parce que je pense que c'est un sujet qui est très pertinent encore aujourd'hui pour les jeunes, hein, parce que tous les jeunes qui, alors soit qui sont super motivés par le sport, soit qui ont Ouais, des parents derrière qui les poussent un petit peu, je pense qu'il faut être conscient aussi de ces choses-là, et je pense que tu l'as dit, hein, 15 heures d'entraînement dans la semaine, au final, c'est pas grand-chose. Ah, je veux dire, c'est 2 heures par jour, mais après, si c'est tout le temps le même type d'entraînement, tout le temps les mêmes patterns, tout le temps les mêmes types de mouvements, je pense qu'il faut différencier le jeu libre, en gros, c'est des heures ça. structurées à faire exactement toujours la même chose. Je sais pas ce que tu en penses. Non, tu as tout à fait raison. C'est vrai il y a ça, il y a refaire les mêmes choses, entre guillemets. C'est vrai que le jeu est très différent. Mais c'est là où tu vois, quand j'en parle avec toi, je me dis, est-ce que c'est dire non, c'est trop, ou est-ce qu'il faut que ce soit différent? Et Hmm. est-ce que faire 15 heures de tennis, 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 est-ce que c'était la bonne quantité à ce moment-là? Et c'est vrai que bon, ce sera, voilà, c'est une discussion qui peut prendre du temps, mais c'est vrai que moi je le vois, tu vois, j'ai deux petits, mon plus grand, il a 4 ans, il passe sa journée à sauter partout, à courir Bien partout. sûr, Enfin voilà, il utilise son corps, il a raison, c'est ça. et je préfère ça plutôt qu'il soit devant la télé, mais voilà, à mon avis, c'est ça, c'est l'aspect répétitif, c'est le stress qu'il y a derrière aussi, parce que ben voilà, il y a les obligations de performance, de résultats, et enfin, même à ces âges-là. Donc je pense que c'est un environnement qu'il faut regarder plus globalement, entre guillemets. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi parce que tu peux très bien être, te donner dans un sport, être compétitif, faire plusieurs heures d'entraînement par semaine. Et je pense que surtout étant jeune, en tout cas mon point de vue actuel, c'est que plus tu peux avoir des pratiques variées dans le sport, le plus longtemps possible avant de te surspécialiser dans un seul truc, et plus tu auras un potentiel de développement qui sera important déjà, plus tu vas pouvoir parer justement ces blessures ou ces overuse injuries qui tendent à venir si on fait le même truc tout le temps. Tu penses par exemple aux coudes et aux épaules des lanceurs en baseball, des trucs comme ça. Si tu fais 7000 lancers par année alors que tu as 5 ans, bah, forcément, et que tu n'as pas fini de te développer, ça peut causer des soucis. Mais oui, je pense qu'il faut avant tout qu'on encourage les enfants à rester actifs. Ça reste l'objectif numéro un. Le sport en perpétuité, ça doit être l'objectif de tout un chacun pour le reste de sa vie. Et après, forcément, il y a des nuances et il faut savoir organiser tout ça autour, quoi. Ouais, et presque. Tu vois, et là, je le vois maintenant bah, avec le métier que je fais, mais est-ce qu'il n'y a pas une place pour qu'il y ait un peu de renforcement, tu vois, tout ce qui est strength and conditioning à cet âge-là? Non, tu fais du tennis, etc. Alors il y a pas il y a pas une limite d'âge pour commencer, entre guillemets. C'est pas forcément qu'on leur met tu vois, des barres max ou autre, mais est-ce qu'il y a un travail d'équilibre, un travail de stabilité à développer dans du jeu toujours, mais parce que c'est presque, ça va ça te rend meilleur dans ton sport aussi, parce que ça vaut à tous les âges, que ce soit petit ou non, d'avoir certaines qualités de performance, de qualité sportive, vont nourrir la performance dans le sport plus précisément, quoi. Donc je pense que c'est quelque chose en réfléchissant à ça, tu vois, avec les années, il y a des choses à implémenter et qui sont peut-être implémentées maintenant. C'est vrai que j'ai pas mon œil sur ce que font les fédérations de tennis ou autres pour ces âges-là, mais Ouais. des choses Ouais. intéressantes à regarder, c'est sûr. Ouais, ouais, je suis 100% avec toi et forcément ça va varier d'une fédé à l'autre, d'un sport à l'autre, même d'un coach à l'autre. Mais je suis convaincu que plus tu peux commencer tôt avec les enfants au niveau du... Et le renforcement, comme tu as dit, c'est pas... la question, c'est pas est-ce qu'ils doivent faire des 1 RM à 5 ans ou pas. La question, c'est est-ce que tu peux déjà leur montrer comment faire un squat, comment, tu vois, faire pousser avec le haut du corps, tirer avec le haut du corps, des choses des patterns de base en fait. Et juste faire en sorte qu'ils soient déjà compétents et confiants dans ce genre de mouvement pour que quand l'adolescence tape, pour que quand les hormones arrivent, bah là, tu puisses capitaliser dessus et tu puisses vraiment avancer de manière concrète. Et l'endurance, c'est pareil, il n'y a pas d'âge pour courir, il n'y a pas d'âge pour faire du vélo, pour s'amuser dehors. Et si ça peut, comme tu l'as bien relevé, être fait dans l'esprit du jeu et faire en sorte que les enfants prennent plaisir, bah là, tu as gagné sur tous les niveaux, quoi. C'est clair, c'est clair.
Tu t'as parlé avant de ta transition entre donc le tennis à un plus jeune âge et plus tard le CrossFit. Donc d'abord dans ta pratique personnelle, est-ce que au moment où tu as commencé à pratiquer le CrossFit, est-ce que tu coachais déjà ou est-ce que c'était pas encore le cas? Non, alors là, à ce moment-là, moi, j'avais un travail dans un bureau. Moi, en fait, j'ai fini mes études. Alors, j'ai arrêté le tennis quand je suis parti sur Paris. Mhm, Après, j'ai fait quelques années d'études sur Toulouse. Après, je suis parti sur Paris pour faire mon master. Et là, bon, ben, je faisais juste de la muscu classique en salle. Et après, ben, j'ai déménagé sur Londres après un passage par Milan. Et là, je travaillais dans une banque où mhm, je faisais du trading, donc rien à voir avec le sport et le coaching. Là, j'avais laissé ça de côté complètement. J'ai trouvé le CrossFit. 2014, je m'y suis mis personnellement. Et après, en 2015, j'ai passé mon level 1 et un peu similaire où j'étais bon ami avec le gérant de la salle. Et en discutant, il m'a dit, ah, est-ce que ça te dit pas de faire, tu vois, un cours le samedi? Et je m'y suis mis là et hop, de fil en aiguille, ça a été, il m'a fallu quelques années, tu vois, où je me posais la question. Euh, Parce que bon, je m'épanouissais pas forcément dans le trading. C'était quelque chose tu vois, qui m'intéressait, que j'aurais pu faire pendant des années, mais qui personnellement ne m'enrichissait pas mhm. et je passais presque des journées, tu vois, avec des podcasts à l'époque sur les oreilles à me renseigner sur l'entraînement, sur le CrossFit. Et à un moment donné, je me suis dit, allez, c'est parti, on change, quoi. Ouais, c'est un changement de vie professionnelle qui est assez drastique quand même, hein. On passe du monde de la finance, comme tu l'as dit, on pense aux chiffres, on pense aux choses, et là, on passe sur l'humain vraiment. Est-ce que tu as eu des doutes au niveau de cette transition? Est-ce que ton entourage a eu des doutes vis-à-vis de ce changement de vie assez drastique? Alors, des doutes, beaucoup, dans le sens où, tu vois, tu as un emploi, donc tu as la sécurité de l'emploi, même si, bon, travailler en finance, tu sais que tu peux te faire virer très rapidement, mais bon, disons que tu as une situation qui est très confortable, euh, et tu vas quelque part où, ben, enfin voilà, moi, dans ma tête, ce qui est assez marrant, c'est que je voulais changer pour ouvrir une salle. C'était à l'époque, tu vois. Mon objectif, entre guillemets. J'étais célibataire à l'époque. Non, excuse-moi, je venais de rencontrer Caroline, qui est maintenant ma femme, qui a été très supportrice à ce moment-là. Hmm. Moi, ça faisait 3 ans déjà que j'y pensais. Tu vois, ça faisait un moment que dans ma tête, je me posais la question. Mais bon, c'est pour te dire, ça n'a pas été un claquement de doigts, entre guillemets. Donc, vers la fin, ben, Caroline était là, elle m'a vraiment, tu vois, elle m'a dit, c'est ce que tu aimes, je te sens motivé, vas-y, fonce. Après, le reste de ma famille, toujours derrière, quoi que tu fasses, vas-y, fonce. Et c'est vrai que ça, disons que je pense que Caroline a été l'élément qui m'a fait franchir le pas, parce que ces années où j'étais tout seul à me dire, t'es confortable là, c'est bien, etc. Et voilà, et du coup, euh, il y a des moments difficiles dans le sens où quand tu passes de cet environnement où ben, tu es, employé à quelque chose où ben, tu es en profession libérale, les clients, il faut que tu ailles les chercher, tu vois, il y a des hauts, des bas en tant que coach. Euh, il y a des moments où c'est un peu plus dur que d'autres, mais j'ai pas regretté du tout depuis et je me revois pas repartir avec le costume et m'asseoir dans un bureau toute la journée. Ouais, et ça, t'en as parlé à tes anciens collègues au moment où où t'as démissionné, où t'as fait la transition, et comment ça a été reçu de ce côté-là des choses? Ce qui est marrant, c'est que beaucoup m'ont dit, je t'envie d'avoir une passion que tu puisses aller en faire un métier, entre guillemets. Il y en a certaines, tu vois, ils ont haussé les épaules, enfin, tu vois, et puis c'est une atmosphère quand même qui est très spéciale, tu vois, un Hmm. floor de trading, Ouais. c'est très individuel, même si tu travailles en équipe, etc. Enfin, c'est assez spécial, mais il y en a certains qui m'ont dit, tu vois, je t'envie, si j'avais quelque chose sur lequel je pourrais partir, en faire un métier et suivre, je ferais pareil, ou enfin, donc c'était assez mix.
c'était assez mix de ce côté-là. Sur tes premières années du coup en coaching dans le CrossFit, quelles ont été tes plus grosses influences, qu'elles soient dans le CrossFit ou alors de l'extérieur dans ta manière d'approcher la discipline? Ouais, alors, à l'époque, j'essaie d'y réfléchir. C'est vrai que moi, le podcast, tu vois, que je suivais à l'époque, c'était Barbell Shrugged, Ouais, qui est très classique. connu à l'époque, un gros classique. Donc, ça a été une de mes premières influences. Après, c'est vrai que au moment où moi j'ai décidé de faire la transition, j'avais eu l'opportunité de travailler ou au moins d'aller voir parce que j'avais des douleurs au coude. Et il y a deux personnes qui m'ont aidé en fait, qui n'étaient pas des physios, mais un d'eux c'est James Chowsey, Mhm. si tu vois, en Angleterre, il a coaché Sam Briggs, Emma McQuaid, enfin Ouais. il a travaillé, il était déjà coach de beaucoup d'athlètes. Mais une des grandes, enfin de ce qu'il fait, tu vois, tous les jours, c'est il a une clinique où il aide les gens qui ont des douleurs, tu vois, sur le côté mécanique. Mhm. Et il m'avait beaucoup aidé. Et donc, je l'avais vu pendant un petit moment. Une autre personne aussi qui avait fait la même formation que lui et qui m'avait aidé ensuite, pareil, qui est sur une période de temps. Et je me suis dit, il faut que j'apprenne de ces gens-là parce qu'il y a quelque chose, tu vois, en tant que coach, euh, tu vois, tu peux donner des cues ou tu peux dire à quelqu'un, voilà, il faut que tu descendes plus sur ton squat. Si physiquement ils peuvent pas, tu peux leur crier dessus, tu peux leur dire 20 Mhm. 000 fois, ils n'y arriveront pas, quoi. Donc, et je voulais comprendre le pourquoi et comprendre ces éléments-là, tu vois, avoir cette couche en plus de savoir qui me permettrait de les aider. Donc, c'est vrai que ben, ça a été le mentoring que j'ai suivi en sortant, tu vois, dès que j'ai arrêté à la banque pour partir à temps plein. Ben, j'ai vu que James et Phil Mansfield, qui a été mon autre mentor, entre guillemets, Mhm. recommençaient à offrir des positions dans leur mentorship. Donc j'y suis parti et en gros, c'est ce qui m'a fait changer entre, tu vois, l'idée d'ouvrir une salle et au final, ben, j'ai travaillé avec eux, j'ai pris goût à entraîner, euh, tu vois, des athlètes en suivi individuel et l'amour pour le sport. Et c'est ce qui m'a fait partir. Maintenant, je fais que du coaching individuel. Donc, la salle, le projet de salle a été mis de côté. Et donc, ça a été mes influences très rapidement dès le départ, quoi. Est-ce qu'il y a des principes ou des éléments qui ressortent pour toi de ce temps du mentorship que tu as fait avec eux, qui sont encore centraux dans ta manière de coacher, de réfléchir au sport du CrossFit? Oh, absolument. Il y a le souci du détail. Et ça, c'est venu, si tu veux, de l'aspect mécanique, de vraiment comprendre comment le corps bouge. Et dans un sport aussi compliqué ou demandeur que le CrossFit, où il y a des multitudes de disciplines, que c'est peut-être un des sports qui demande le plus de capacité au corps, entre guillemets, tu vois, entre faire un snatch, des ring muscle-up et même, tu vois, partir sur savoir courir. Enfin, c'est vraiment des demandes qui sont complexes. Donc, il y a cet élément-là. Et c'est vrai que là où c'est- une des choses qui m'a fait le plus ouvrir les yeux, c'est presque l'aspect psychologique que Phil, tu vois, l'autre mentor, a vraiment développé dès le départ. Tu vois, l'importance de comprendre qui est l'athlète, euh, tu vois, de, de m'instiguer le fait que ben, le rôle du coach, c'est de créer un environnement pour l'athlète. Ça, c'est vraiment les deux principes, en gros, qui sont présents en permanence avec moi, quoi. Mhm. Quand tu parles de ça, justement, je pense que c'est vraiment un sujet très intéressant, l'aspect psychologique du coaching, le fait de connaître l'athlète qui est en face et avec qui tu travailles. Comment est-ce que toi, tu abordes cette sphère personnelle quand tu vas, par exemple, commencer un suivi, commencer un coaching avec quelqu'un? Qu'est-ce que tu Ouais, mets en place afin de vraiment créer cette relation et d'établir des bonnes bases pour la suite? je les écoute. Il n'y a rien de mieux que de se taire
et d'écouter. C'est vraiment, ça se fait naturellement dans le sens où les informations importantes, tu les auras pas en t'asseyant à côté et en lui posant des questions. Tu vois, c'est pas de la thérapie parce que, ben, enfin voilà, quelqu'un qui va en thérapie, elle a fait la démarche et elle est prête à s'ouvrir, entre guillemets. Un athlète, il est pas là, en général, ils n'ont pas cette conscience d'eux-mêmes, ou c'est rare, pour de suite te donner les éléments clés qui sont importants pour eux. Ils sont là pour s'entraîner, ils sont là pour s'améliorer, ils sont là pour savoir qu'est-ce que tu penses d'eux, où tu vas les amener. Et ça, c'est ton boulot, c'est mon boulot principal comme coach, d'établir un plan de développement pour eux. Euh, mais ce plan, il dépend beaucoup de qui ils sont. Et c'est là où ben, on parle de tout et de rien. Tu vois, je leur demande si j'ai, tu vois, la première chose, on va avoir un appel. Tu vois, une première consultation, entre guillemets, on va discuter. Je vais écouter ce qu'ils ont fait par le passé, le genre de sport desquels ils viennent, les influences qu'ils ont, et ça commence par là. Ça commence ensuite, je leur donne, tu vois, je prescris des entraînements et rien que la façon dont ils me donnent le feedback me donne des éléments sur qui ils sont, entre guillemets. Et, si tu veux, il y a un concept qui est toujours resté avec moi et qui m'aide, tu vois, dans la façon que j'ai de mapper un peu, tu vois, les personnes. C'est, Hmm. tu as les gens qui jouent le piano et tu as les gens qui poussent le piano. Et il n'y a pas forcément, il y a pas une caractéristique qui est mieux que l'autre pour Hmm. la haute performance, mais c'est de comprendre, est-ce que c'est quelqu'un qui, euh, tu vois, le joueur de piano, peut-être qu'il a un peu plus de coordination, un peu plus de choses, tu vois, tu vas leur montrer quelque chose et hop, ils le font beaucoup plus rapidement, entre guillemets. C'est quelqu'un qui va peut-être te parler, tu vas lui poser une question, comment s'est passé ce WOD? C'est beaucoup tu vois, de sentiments, de ressentis. Hmm. Tu vois, je me suis senti bien, là, c'est hop. Alors que celui qui pousse le piano, c'est quelqu'un qui va être peut-être un peu plus laborieux, qui va être, tu leur demandes un feedback sur les sessions, ben, tu vas avoir 5 chiffres, quoi. Et ils vont pas te dire comment ils se sentaient là, ils Ouais, veulent juste faire le boulot. ouais, Et si tu veux, de, et c'est assez simplificateur, il y a beaucoup plus de bien sûr. nuances, bien sûr. Et ce qui est marrant, c'est que certaines personnes naviguent entre les deux en fonction de ce que tu leur donnes, mais c'est un peu une carte qui te permet de savoir, OK, cette personne-là, celle qui est un peu plus, tu vois, la joueuse de piano, entre guillemets, c'est quelqu'un qu'il faut garder un peu plus souvent en succès, entre guillemets. Tu vois, Hmm. l'environnement concret comme un coach, pour moi, c'est vraiment, il faut garder l'athlète en succès le plus souvent possible, parce que c'est ce qui lui donne la confiance, qui va le garder dans la constance, dans l'entraînement. C'est le challenger aussi, au point des fois de le faire, tu vois, de le mettre dans une situation d'échec. Parce qu'il ne faut pas attendre la compétition pour qu'il sache comment aborder l'échec. Et tu vois, ce triptyque, les proportions dans lesquelles tu les fais dans l'entraînement ou dans lesquelles je les mets dans l'entraînement va dépendre de qui ils sont, entre guillemets. Parce que le push de piano, celui qui va pousser le piano, s'il est dans l'échec, le lendemain, hop, il repart, il refait, il n'y a pas de Ouais. problème. L'autre, tu vois, la façon dont ça joue sur leur confiance est différente. Donc, c'est des éléments comme ça, pardon, je pourrais continuer un moment, mais c'est la façon dont j'aborde un peu le travail avec les athlètes, de comprendre ça, parce que derrière, ça influe sur comment je programme pour eux dans la semaine, comment je les coach, comment je leur parle. Ouais. Parce qu'il y en a un qui va vouloir peut-être être un peu plus, tu vois, qui aime bien avoir, pas des compliments, mais dire, ah, tu as bien fait là, ah, well done. Oh. Et d'autres qui veulent juste savoir comment ils peuvent s'améliorer. Si tu leur dis, bien joué, bravo, ça passe ici, Ouais. c'est pas ça, ils sont pas venus pour ça, quoi. Euh, donc, c'est vraiment ces éléments-là qui sont importants, je trouve. Et je pense que c'est bien encapsulé par le terme l'art du coaching. Hein, c'est pas une science exacte et t'as beau connaître tous les chiffres, connaître tous les benchmarks, etc. Ça reste une interaction humaine en fait.
Et comme tu l'as dit, savoir à qui tu as affaire en face, comment eux ils fonctionnent, qu'est-ce qui les fait, what makes them tick, comme on dit, hein, ce qui Mm. les fait cliquer et ce qui les fait avancer, c'est presque plus important même que le programme en lui-même. Parce que c'est ça qui va définir est-ce qu'ils vont le mettre en place, est-ce qu'ils vont t'écouter, est-ce qu'ils vont te faire confiance. Donc c'est intéressant que forcément tu prennes cette approche de prime abord. Est-ce que tu as des exemples peut-être sans nommer de nom bien entendu, mais de consultations que tu as faites et d'éléments qui sont ressortis comme tu sais, peut-être une petite ampoule qui s'est allumée pour toi en disant ah ok là je vais devoir soit penser à ça ou faire attention à ça, soit des athlètes que tu avais dans le passé, des athlètes que avec qui tu as consulté récemment. Euh, c'est une question, c'est une question compliquée, ça. Tu vois, y a rien qui me vient comme ça. Ouais, Euh, mais il y a. euh, non, si, pardon. Tu vois, en y repensant, tu vois, je repars sur mes premières années, entre ouais, guillemets, où, tu vois, naturellement, et c'est sans doute par rapport à mon passé, tu vois, où ben, beaucoup de maths, tu vois, dans mes études, oui, mon ma façon de penser est très cartésienne. ouais, Et c'est pour ça que ça a été un choc quand je me suis mis au... Pas un choc, mais disons que pour moi, je me suis toujours dit, voilà, si le plan d'entraînement, il est au point, si tu connais tous tes benchmarks, comme tu disais, si tu étais, tu vois, j'ai des spreadsheets qui me sortent ouais. des oreilles sur l'ordinateur, tu vois, enfin, tout ça, c'est au point, entre guillemets. Mais je me suis rendu compte presque, et par erreur, tu vois, où, voilà, tu vois, moi j'étais presque à faire un plan d'entraînement pour quelqu'un euh, qui était plus sur le côté play de piano, tu vois, et qui était un peu trop, pas directif, mais il y avait peut-être un peu trop de volume, un peu Hmm, trop de challenge dedans, tu vois, pas assez de séances où il y avait quelque chose d'un peu fun. Et je sentais que ben voilà il y avait une distance par rapport à l'entraînement qui se créait où je sentais que ben voilà on n'allait pas dans la bonne direction quoi. hmm, Et je hmm, pense que ça a été un peu plus que d'avoir tu vois une ou deux instances où j'ai eu cette lumière, ça a été presque mon apprentissage moi en tant que coach où il a fallu que je sorte de ma zone de confort qui était de beaux outils, ordinateurs, tu vois, des spreadsheets, ouais. des séances où on est sur du watt près, etc. Alors que des fois, il vaut mieux être un petit peu en dessous et que tout soit bien fait, et, Hmm. tu vois, en succès, entre guillemets. Et ça a été, je pense, ça a été mon plus gros, euh, la chose qui m'a fait me rendre compte, OK, c'est l'athlète d'abord. Et ensuite, tu vois, c'est mettre les choses en place en fonction de cela, plus que moi, ce qui me va bien à Hmm. programmer, à planifier, entre guillemets. Et bah, j'imagine depuis que tu as commencé, est-ce que tu es parfois sorti de tout ce qui est du contenu vraiment entraînement, etc., que ce soit du côté de la psychologie ou des traits de personnalité, pour aller encore plus loin là-dedans et bah, je dirais compléter tes connaissances de ce point de vue-là, ou est-ce que tu as eu d'autres influences qui t'aident encore aujourd'hui et qui te permettent d'avancer par rapport à ça? Alors, ça a été, je te dis, pendant des années, ça a été du travail en permanence et de l'éducation que je faisais avec James et Phil, Hmm. avec qui j'ai travaillé. Tu vois, Phil, lui, il a fait, il s'est beaucoup, tu vois, il a commencé, il faisait beaucoup de coaching, il a coaché dans le rugby, des cyclistes, triathlon, Ironman, c'est son background. Et maintenant, il fait il avait fait un master en psychologie et Hmm. il coach dans une équipe de foot au Danemark, tu vois, où il Ouais. fait, lui, euh, tout cet aspect préparation mentale. Et donc, c'était vraiment mon développement, il s'est fait à son contact, entre guillemets. Hmm. Après, je continue toujours à écouter. À écouter, tu vois, des podcasts de personnes qui se spécialisent dans sport, psychology, tu vois, en tout ce qui est psychologie sportive, de la performance. T'as des noms qui J'essaie de... ressortent que tu peux conseiller ou des podcasts que tu as écoutés récemment? Il faudrait que je te revienne là-dessus. Pas,
Mais enfin, je pense que le fait que tu n'aies pas de De- réponse directe, ça veut simplement dire que tu ratisses large et que je veux dire, moi, c'est ce que j'encourage tout le monde à faire, hein, c'est aller vous confronter à plein de points de vue différents. Essayez pas de les prendre one for one, mais essayez de vraiment vous faire votre propre idée au fur et à mesure des écoutes et au fur et à mesure des différents éléments que vous entendez, quoi. c'est exactement ça. C'est pour ça qu'il n'y en a pas un où je me dis c'est ma source. C'est plus, tu vois, il y a une personne sur laquelle j'ai essayé d'aller voir et d'écouter quelques podcasts plus récemment. C'est Coach Bowman, Mhm. l'entraîneur de Phelps à l'époque, de Léon Marchand maintenant. J'étais curieux de voir comment il travaillait. Pareil pour d'autres, tu vois, je suis un passionné de cyclisme. Tu vois, j'aime bien savoir ce que font certaines équipes, pas seulement sur le plan, tu vois, entraînement, physiologie, etc., mais tu vois, quand je sens que oh, il y a quelqu'un qui est assez axé sur l'aspect mental et c'est quelque chose que je veux, sur lequel je veux me renseigner, ben, je vais écouter ça. Et si c'est quelque chose sur, tu vois, l'aspect physiologie, tu vois, je gratte un peu, entre guillemets. Et c'est pour ça que je navigue à vue avec ces choses-là. Il n'y a pas vraiment de podcast précis. Euh, Quelqu'un sur lequel je lis les livres récemment aussi, c'est Steve Magness. Ouais. Voilà, c'est des sources plus récentes, entre guillemets, Mhm. que j'ai suivies, mais c'est vrai que c'est très, voilà, c'est curiosité très ouverte. Donc, et je pense qu'encore une fois, hein, c'est vraiment à encourager pour tous ceux qui veulent développer leurs connaissances de ne pas rester dans un silo et de vraiment sortir et de ratisser large, comme tu dis. Alors l'avantage, c'est qu'on a toutes ces informations à disposition aujourd'hui. Un des inconvénients, ça va être, bah, on peut consommer toute l'information, mais après, il faut l'intégrer dans ce qu'on fait au quotidien. Est-ce que tu as un certain processus? Est-ce que tu prends des notes? Comment est-ce que tu fonctionnes quand tu apprends de nouvelles choses pour les imbriquer ensuite dans ta manière d'opérer au jour le jour dans ton coaching? Alors, je prends des notes quand ça m'intéresse. Et après, c'est vrai que, comme tu le dis, c'est très facile d'être surchargé d'informations, méthodes de tout le monde. Tout le monde a ses méthodes. Et c'est facile d'être perdu. C'est vrai que c'est presque moi, j'ai mon système, le système que j'ai développé avec mes années. Et des fois, je teste, j'ajoute quelque chose, ça marche pas, je le garde pas. Et c'est comme ça, tu vois, euh, c'est aussi sans doute mon caractère. J'aime bien avoir des bases solides. Et ensuite, tu vois, je peux rajouter les 5-10% et tester des choses différentes, mais Mhm. ceux que je sais qui marchent, tu vois, je garde ça et voilà, je synthétise ou j'inclus des choses au fur et à mesure, mais une à la fois parce que, voilà, sinon c'est difficile de savoir ce qui marche, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Faut quand même nourrir un petit peu ton esprit cartésien et garder une certaine rigueur dans la manière dont tu fais ton N de 1, en fait, et tu testes toi-même les différentes hypothèses que tu as, les différentes choses que tu veux mettre en place. Euh, Est-ce que tu as en tête les un ou deux derniers éléments que tu as changé ou que tu as fait évoluer dans ta manière de coacher, ta manière de programmer, ta manière de communiquer, qui ont évolué un petit peu dans les dernières années ou les derniers mois? Ouais, alors, c'est une des choses où je me rendais compte, et ça dépendait aussi, ben, ça revient toujours aux athlètes, où euh, il y en a certains qui veulent avoir une claire idée de où ils vont, tu vois. C'est presque si tu peux leur donner une roadmap sur 1 an ou 3 ans, hop, ils se régaleraient. Il y en a Ouais. d'autres qui veulent pas savoir, tu vois. Et pendant un moment, j'ai travaillé avec beaucoup d'athlètes qui dis-moi ce que je dois faire, je le fais, etc. Et c'était pas une perte d'habitude, mais peut-être que j'ai pas suffisamment expliqué, parce que moi je l'ai cette roadmap, tu vois, c'est dans ma tête, c'est dans l'ordinateur, etc. J'ai mes idées de développement, c'est jamais, tu peux pas le fixer à la semaine ou au mois après, parce que ça dépend de comment les choses progressent. Mais ça a été une chose que j'ai ramené parce que je sentais que je l'avais oublié un peu.
Donc ça, c'était une chose, tu vois, tu me dis récemment, c'est ça. La deuxième, on va dire que de par euh, tu vois, la formation et mon mentorship et la chose que, tu vois, tous les éléments, tu vois, biomécaniques, Mhm, une des choses dans laquelle on parle beaucoup, c'est du continuum de fonctionnalité. mhm, C'est, tu vois, quand tu t'entraînes et que, par exemple, la chose que tu veux développer, c'est le back squat. Euh, la chose la plus proche après ça, disons, ça peut être une fente arrière. Après, tu vas peut-être aller sur une fente avant. Après, si tu t'éloignes un peu plus, ça va peut-être être tu vois, un- un- une fente marché sans poids, entre guillemets, alors que là, tu essaies de monter mhm. sur ton 5 RM. Et un peu plus loin, ça va peut-être le leg extension, par exemple. Ouais. Parce que au niveau mouvement, au niveau demande de moteur, nerveux, etc., ben, tu es plus loin que le squat. Et pendant un moment, tu vois, j'étais très ici, tu vois, je voulais pas aller trop loin, entre guillemets, sur des choses qui me semblaient loin des mouvements à développer, mais en fonction de certains athlètes où ben, j'avais réussi à développer des capacités physiques d'un certain niveau, mais j'étais bloqué potentiellement au niveau recrutement musculaire, hypertrophie, Mhm. etc. Ben, de savoir un peu aller un peu plus loin sans jamais trop en faire, tu vois. C'est voilà, c'est des choses sur lesquelles j'expérimente en ce moment, tu vois. Euh, Ça reste pas forcément ma philosophie première, mais c'est des choses sur lesquelles, tu vois, je ne repousse jamais une idée, tu vois, à face value, comme on dit, ou juste sur le principe. C'est vraiment, enfin, j'analyse, je regarde, je teste des choses peut-être qui me manquent. Et donc voilà, c'est les deux sans doute qui me viennent à l'idée comme ça. Je pense que le dernier point que tu as ramené, celui de la spécificité, c'est très intéressant parce que ça, c'est un discours que j'ai aussi au niveau de l'endurance, notamment. Hein, on le sait, de par le CrossFit qui est basé sur des efforts de haute intensité, surtout si on pense au Metcon, au watts qu'on retrouve en compétition typiquement. Et c'est pareil au niveau bioméca et au niveau de ton continuum, comme tu l'as bien expliqué. C'est que au début, quand tu n'en as pas beaucoup fait ou quand tu n'as pas des années de pratique derrière toi, bah, tout ça, ça va très très bien fonctionner. Le back squat va te rendre plus fort, le metcon va te rendre plus endurant, etc. Et une épée à double tranchant parce que ça marche bien au début, mais à un moment donné, ça devient le truc qui te limite et qui t'empêche d'aller plus loin. Et bah, justement, c'est là où sortir un petit peu de ce cadre-là. Tu vois, on parle de mouvements mono-articulaires, par exemple, d'isolation qu'on retrouverait plutôt dans un bodybuilding gym, par exemple, mais qui vont devenir presque indispensables pour un certain niveau d'athlète ou après un certain nombre d'années de CrossFit, parce qu'à un moment donné, tu peux juste pas que faire du polyarticulaire, tu peux pas que faire du compound movement, et il y a des choses qui vont être peut-être sous-recrutées, sous-développées, et que tu peux adresser avec justement ces plus petits mouvements, et c'est là où ça devient intéressant de s'écarter un petit peu ce silo, encore une fois, du CrossFit, entre guillemets, pur, qui fonctionne très bien au début, mais qui, à un moment donné, n'est plus suffisant. Tu vois un peu de quoi je parle? Oui, je vois tout à fait. C'est vrai que euh, c'est c'est naviguer ça, c'est toutes les techniques. Moi, j'appelle ça, c'est une technique. Le squat, le leg extension, tu vois, Hmm. quand tu fais ton programme, euh, tu vois, tu as les priorités de développement que tu veux faire et tout en bas, c'est la technique. Le nombre de sets, de reps et Hmm. quelle technique tu emploies. Pour moi, c'est la dernière chose que je choisis, entre guillemets. Plutôt que de me dire, oh, il faut du back squat. Non, c'est dans l'autre sens. Moi, c'est vrai que, comme tu dis, c'est vraiment quel est le manque. Et la chose qu'on n'a pas sur du monoarticulaire, c'est la coordination Hmm. du système nerveux Mhm. entre différentes articulations, muscles, la façon dont ça se parle, et juste l'apprentissage du mouvement. Ouais. Et c'est vrai que, comme tu dis, il y a
il y a beaucoup de progression qui est faite dès le départ là, parce que ben, c'est comme quand tu apprends à jouer au foot ou au tennis, tu vois, au début, ben, tu sais pas taper la balle et après, petit à petit, tu tapes la balle. Et c'est pas forcément que tu deviens, tu vois, c'est pas forcément que tu deviens plus fort, mais c'est que tu coordonnes le mouvement Hmm. mieux. Et il y a un élément quand même dans le sport qui est important, c'est euh, la spécificité aide l'efficacité. Ça, c'est sûr. Et surtout dans un sport, dans le CrossFit, qui, au niveau compétitif, hein, si on prend ce versant-là, parce qu'à mon avis, il y a vraiment deux versants du CrossFit. Il y a la philosophie, la méthodologie de minimal effective dose, accès santé, préparation physique générale. Et après, il y a le sport du CrossFit que tu pratiques en compétition, qui sont deux choses qui ont le même nom, mais qui sont presque diamétralement opposées dans la manière dont on va les approcher. Et pour moi, le CrossFit compétitif à haut niveau aujourd'hui, un des axes principaux, c'est l'efficience de mouvement, l'économie de mouvement. C'est combien te coûte chaque répétition, à quel point ton mouvement est propre. Et au final, c'est un des paramètres qui va déterminer combien de travail tu peux faire, parce qu'il y a la capacité de travail brute, mais après, il y a combien d'énergie te coûte chaque répétition dans un certain Exactement. mouvement. Si tu gaspilles 20% à chaque répétition parce que tu bouges pas bien ou parce que tu n'es pas assez mobile, etc., bah forcément, tu as beau avoir une grosse capacité, tu vas pas pouvoir l'exprimer de la sorte. Ah, tu prêches un convaincu là, dans le sens où ben, c'est exactement ça et c'est pour ça que je suis toujours très, je fais attention de ne pas aller trop loin parce que ben, tu vois, ben, à l'opposé du continuum, parce que ben Mhm. voilà, chaque rep, tu vois, te permet de développer cette efficacité, mais bon, s'il te manque une caractéristique physique, Mhm. il va falloir la développer, entre guillemets. Donc voilà, c'est pour ça que je dis, il faut, c'est un continuum sur lequel il faut bouger en fonction des besoins, mais c'est vrai que pour moi, l'efficacité, c'est la chose première. C'est sûr. C'est aussi pourquoi, si tu demandes à mes athlètes, il y a beaucoup de travail de mécanique, beaucoup de Mhm. choses qui ressemblent pas forcément à du CrossFit, mais un leur permet de bouger mieux parce que quelques degrés de meilleure extension ou un squat tout un peu plus droit, c'est des kilos sur la barre, c'est des pourcentages d'efforts en moins. Mhm. Et c'est aussi le fait que mieux tu bouges, faire en sorte que toutes les articulations fonctionnent le mieux possible pour la demande, fait que ben, tu as des risques de te blesser qui est moindre et tu vas pouvoir t'entraîner plus avec meilleure qualité, entre guillemets. Mhm. Ouais, c'est Parce ça. que tu vois, c'est vraiment un continuum où euh, si tu as un problème de mouvement ou de mécanique, s'il est tel, ben, ça te pousse vers la blessure. Mais s'il n'est pas si grand, ben, ça t'empêche de monter vers la performance maximale, quoi. C'est où est le curseur sur ce continuum. Et Mhm. c'est pour ça que moi, c'est vraiment une des priorités de travail, parce que je sais que derrière, si les bases sont là, ben, on peut faire des heures d'intensité quand c'est le moment de l'année pour le faire. Et je sais que ça cassera pas. Et au contraire, tu pourras bien récupérer, bien bouger et faire de l'intensité de qualité. Ce qui est clé aussi. Pas juste de l'intensité, mais de la C'est ça. qualité dans l'intensité. Ouais, ouais, il y a ça aussi, il y a ce paramètre supplémentaire qu'il faut considérer au-delà de juste l'intensité première, c'est avec quelle qualité tu le fais. Pour revenir sur ce que tu disais juste là, justement en termes de efficience de mouvement, est-ce que, de par ton expérience, tu vois certains patterns qui ressortent comme étant souvent problématiques chez le crossfitter et qui semblent limiter pas mal de sportifs, qui soient un haut niveau de performance ou même amateurs dans la discipline? Absolument. Alors, je dirais, il y en a deux importantes. C'est stabilité des hanches. Mhm. Et ça se traduit souvent en CrossFit avec une hypermobilité des ischio-jambiers, où D'accord. tu le vois beaucoup, où beaucoup de gens ont mal au dos ou mal au genou, entre guillemets, parce que, ben, soit parce que c'est un sport où on fait beaucoup de squats, mais est-ce qu'on fait suffisamment de soulevés de terre ou
on prend le temps de la phase excentrique aussi, où, voilà, Mm. et du coup, on développe pas forcément cette balance entre les deux, mais aussi du fait que euh, de- c'est, il y a ça, mais il y a aussi l'instabilité générale. C'est vraiment une des choses où je vois beaucoup de gens qui ont un problème comme ça, où tu les mets sur une jambe et tu leur demandes de bouger dans une direction ou une autre, tu vois, à balancer et ça tombe dans tous les sens, même des gens de très bon niveau. Mm. Et c'est vrai que c'est des choses qui, après, te créent des problèmes au genou, tu vois, les tendinopathies, tout ce qui est inflammation des tendons rotuliens, il y en a beaucoup. Mm. Les douleurs de bas du dos parce que, voilà, il n'y a pas le support des fessiers, des ischios dans la durée, pas simplement pour faire un max, mais quand tu as 50, 100 reps de deadlift à faire ou autre chose, est-ce que est-ce que tout le monde travaille? Est-ce que tu as, si Ouais, tu c'est dois ça. lever une table, est-ce que tu as tes fessiers, tes ischios, tes lombaires qui travaillent ou c'est juste les lombaires qui sont dans un coin à lever la table? Donc c'est un peu c'est une des choses. La deuxième, c'est la sangle abdominale. Mhm. En particulier, on est dans un sport où il faut beaucoup d'extension, où on fait de la gymnastique en suspension, où on fait des overhead squats, etc. Euh, et beaucoup de problèmes d'épaule viennent du fait qu'on n'a pas, une sangle abdominale qui est forte et qui contrôle le mouvement pas d'hyperextension, mais quand tu vois, tu es en gym en suspension, le arch position, Mhm. s'il n'y a pas cette tension-là, la décélération du mouvement elle va venir des épaules. Et c'est là où ben, on a ces problèmes-là, beaucoup de problèmes d'épaule. Et c'est aussi, enfin voilà, c'est les deux grands thèmes que que tu trouves souvent dans le CrossFit. Ouais, c'est vraiment intéressant la manière dont tu le décris parce qu'on se rend compte qu'au final, le CrossFit en tant que sport de compétition, c'est pas un sport ultra équilibré par rapport à ce qu'il va te demander de développer. Alors si tu fais que les mouvements de compétition, comme tu l'as dit, il y a plein de choses dont on va manquer. Tu l'as dit au niveau de l'équilibre, on passe rarement du temps sur un pied, on passe rarement du temps dans des plans autres que le plan sagittal. Hein, c'est très haut en bas, devant en arrière, mais il y a très très peu de choses qui se font. Par exemple, au tirage horizontal, typiquement, tu peux voir le dos, le haut du dos d'un crossfitter qui va J'allais te être le dire. qui va être développé d'une certaine manière. Hein. On a beaucoup de trapèzes, des dorsaux, mais assez peu de volume au niveau postérieur, si tu veux bien, parce que Ouais. au final, sauf travail, on va dire accessoire et complémentaire, ben, du tirage horizontal, il y en a très très peu. Alors oui, on peut dire que les butterflies, c'est dans à certains angles, c'est horizontal, mais pour chipoter, après, concrètement, il y a des patterns qui manquent un petit peu quand même. Ouais. Hein. Et donc, c'est ça que tu viens en fait analyser. Et c'est là où souvent on trouve des manquements. Comme tu as dit, la phase excentrique sur quelque chose qui est plutôt du pivot, du hinge sur la chaîne postérieure. Je pense aussi par exemple au genou ou la partie la partie plutôt basse des ischios, hein, donc tout ce qui est au niveau de la flexion du genou simplement, qui va pas être sollicité de manière très très poussée et qui font que bah, si tu as des ischios qui peuvent que ouvrir la hanche mais qui peuvent pas manager le genou, il y a certains mouvements à un moment donné, ça va être limitant quoi. Non, absolument. Et c'est là où, ben, je te dis, c'est soit ça te crée des douleurs, soit ça te limite sur ce que Mhm. tu peux lever ou les performances que tu peux avoir. Et c'est un des travaux que je fais beaucoup, tu vois, où mes athlètes bougent beaucoup en 3 dimensions. On fait des pompes avec des mains très larges parce que, voilà, oui, on fait des ring dips, etc. Mais quand tu es en haut, que tu fais un overhead squat, ben, les pecs, ils sont là pour stabiliser l'épaule aussi dans cette position ouverte. Tu vois, c'est comprendre, c'est vraiment analyser quelles sont les demandes pour le corps. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau, tu vois, capacité musculaire, capacité de mouvement et qu'est-ce qui manque, où sont les facteurs limitants, tu vois, sur toi et ce qui peut
ce qui peut faire que c'est le bouchon pour pas seulement un mouvement, mais il y a des thèmes, tu vois, euh, si tu vois, t'as pas une sangle abdominale qui arrive à contrôler l'extension, mais ça va te limiter que ce soit dans la triple extension, tu vois, en haltérophilie, Mhm. parce que tu vois le changement de direction entre l'ouverture des hanches et redescendre, à ce moment-là, ben, la sangle abdominale, c'est celle qui contrôle, qui va ralentir le mouvement d'extension et qui va te permettre de redescendre. Ou même, tu le verras chez certaines personnes qui n'ont pas la force à cet endroit-là, ils vont jamais ouvrir complètement les hanches parce que le Mhm. corps sait, si je fais ça, c'est mon bas du dos qui, je vais le sentir derrière. Combien de gens font des toes to bar ou des keeping pull-up et te disent j'ai mal au bas du dos? Ben, c'est parce que la sangle abdominale ne fait pas son boulot. Et ça peut te limiter pour l'haltéro, mais aussi pour la gym derrière. Mhm. Mhm. Et c'est vrai que c'est, au lieu de dire, ben, il faut que je fasse plus d'haltéro, plus de gym, ben, si on passe 1 heure à fixer ça au lieu de 3 heures ici plus 3 heures là, ben, ça fait des progrès à un coût moindre. Ouais, c'est ça, ça demande simplement de passer par peut-être une évaluation du screening avec toi, déterminer ces facteurs limitants pour ensuite pouvoir vraiment les cibler et, comme tu as dit, débloquer des choses derrière dans l'entraînement de tous les jours. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton process justement de screening? Est-ce que tu as une liste de mouvements que tu leur fais faire au début? Est-ce que c'est petit à petit, tu les évalues sur différents patterns selon les retours que tu as? Parle-nous un peu de ton process par rapport à Ouais. ça quand tu prends en charge un individu. Alors, si c'est quelqu'un avec qui je vais travailler, je vais coacher tous les jours, genre de l'entraînement. Envoie-moi toutes les vidéos, tu vois, c'est filme-toi le plus possible et je regarde ce qui se passe parce que le, le screening, le point de départ du screening, c'est le mouvement que tu veux faire. C'est pas on s'allonge par terre et on met la jambe en l'air. Non, comment est-ce que ça bouge quand tu es dans ton sport? Et à partir de là, ben, je marche en arrière, entre guillemets. Ok, je vois quelque chose, testons-le dans un environnement un peu différent, tu vois. Est-ce que je vois ce que j'ai envie de voir? Est-ce que le gap, il est là? Sinon, ben, je continue le process en arrière, entre guillemets. Euh, mais c'est comme ça que je fais. Donc, si c'est des athlètes avec qui je travaille à distance, ben, ça va être soit c'est filme-moi cet exercice-là. J'ai beaucoup de vidéos, tu vois, d'exercices que je leur demande de performer. Ils peuvent Mhm. regarder et le faire. Soit on fait un appel à distance et ben, je leur demande de bouger devant l'écran. Et c'est pas aussi. Ou s'ils ont la possibilité de venir à Manchester, encore mieux, beaucoup plus facile. Mhm. Euh, Sinon, ben, c'est un peu le même. Si c'est des gens que je vois, parce que je travaille aussi avec des gens qui viennent me voir juste pour ça, pour les aider parce ils ont des douleurs quelque part ou ils n'arrivent pas à faire un mouvement, ben c'est le même principe. Montre-moi le mouvement qui crée la douleur. Et à partir de là, ben, je teste. Est-ce que euh, voilà, tu vois, enfin, un squat, je regarde le squat, oh, on part d'un côté, ou est-ce que c'est un problème de stabilité, donc fais-moi un squat, ou tu as une jambe, tu es sur la pointe des pieds sur l'autre jambe, est-ce que j'ai Mhm. un peu plus de contrôle, moins de contrôle, plus d'amplitude? Donc tu vois, En gros, voilà, c'est chaque répétition, chaque mouvement, c'est son évaluation en elle-même. Et après, c'est toi, avec ton expérience et tes connaissances justement sur comment toutes ces choses-là interagissent au niveau biomécanique, au niveau de la stabilité, qui te permet de dire, OK, donc là, j'ai vu ça, donc je vais tester sur un autre mouvement, on va voir ce que ça me donne. Si ça, ensuite ça, c'est une suite logique de réflexion en fait. Et, exactement. et je pense que ça, c'est, pour moi en tout cas, ça a été vraiment une révélation, c'est peut-être un petit peu fort, mais même dans l'endurance, tu vois, le fait que chaque séance, en fait, c'est une évaluation en soi. Et ça n'a pas besoin d'être un test maximal pour être en tant que tel. On ne parle pas de performance en soi, mais simplement de se dire, chaque chose que tu mets en place, tu peux en retirer quelque chose au niveau de ton apprentissage, toi, en tant que coach. Et selon les retours de ton athlète, tu vas pouvoir comprendre aussi, ah, est-ce que ça, c'était approprié, pas approprié? Si c'était pas approprié de leur point de vue, peut-être que c'était ton intention. Donc, au final, c'est ce que tu voulais. Hein, parce qu'encore une fois,
quel est l'objectif du mouvement, quel est l'objectif de la séance. Tant que toi, tu es clair là-dessus, au final, tu vas en retirer quelque chose, même si le résultat n'était pas exactement ce que tu attendais. Mais c'est vraiment, en fait, comme tu l'as dit, ce processus de étape par étape, de se dire qu'est-ce que je recherche, cibler au final petit à petit le problème et arriver à le cerner, hein, c'est ça. Et ensuite, toi, tu sais à partir de là, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour peut-être rectifier, corriger, renforcer de manière spécifique. Exactement. Et il y a plusieurs éléments là-dedans. C'est vrai que euh, le mouvement, ben, il va y avoir une certaine dose de vitesse, de charge, Mhm. et tout ça a des influences sur la biomécanique, entre guillemets. Et donc, si tu évalues trop loin de tout ça, est-ce que ça te donne une bonne évaluation ou de bonnes conclusions, entre guillemets? Et c'est un des gros parfois problème qui existe, que tu vois, des gens ont des douleurs, ils arrêtent complètement, ils font certains exercices qui sont trop loin au niveau demande par rapport à, tu vois, ce que ben, leur sport demande. Tu vois, ils ont un bon accompagnement jusque-là, il n'y a plus de douleur, on commence à recourir, tu vois, on court peut-être à vitesse très lente, oh, pas de douleur, et dès qu'on réaccélère, ça revient. Et c'est là, qu'est-ce qui se passe Mhm. dans cet espace-là qui fait que, ben, avec une certaine vitesse, avec tout se passe bien, mais là, il y a un problème. Et c'est pour ça que ben, ce gap-là, euh, bien connaître ben, les aspects mécaniques aide, parce que qu'est-ce qui se passe ici? Tu vois, si tu es capable d'analyser tous les éléments-là, ben, Mhm. ça te donne des outils incroyables. Parce que c'est la même chose, tu vois, on parle de douleur ici, mais qu'est-ce qui fait que tu peux faire 5 ring muscle-up, mais et qu'il te faut arriver à 10 ou à 15 et faire un plan là-dessus, tu vois, comprendre ça. Mhm. C'est les mêmes principes. Mais comme tu dis aussi, la chose qui me faisait sourire quand tu parlais que toutes les séances étaient à la fois un entraînement et un test, c'est que beaucoup d'athlètes viennent me voir et me disent comment ça se passe, est-ce qu'il y a des tests les premières semaines? Je leur dis non, je t'envoie de l'entraînement. Je leur dis pas que toutes les séances sont des tests, mais j'ai pas besoin que tu fasses un 5 reps max back squat pour savoir où est à peu près ton back squat. Si je te donne 5 by 5, tu vois, 5 par 5, et que je vois où tu es, ça me donne une idée, entre guillemets. J'ai pas Parce qu'il y a le stress psychologique aussi de passer 2 semaines à faire que des tests. C'est 2 semaines d'entraînement perdu, et c'est une façon de commencer qui marche pas forcément avec tout le monde, quoi. Donc, oui, il y aura des tests là-dedans, mais je dis tout le temps, chaque séance, c'est des Mhm. informations pour moi, pour toi. Et ça, tu vois, je leur dis beaucoup, surtout dans le CrossFit, marquez tout ce que vous faites parce que c'est des data pour vos watts, pour les stratégies. Mhm. C'est vraiment des choses là où tous les jours à l'entraînement, c'est pas que de l'entraînement, c'est practice. Ouais, Tu c'est vois, comme des, on dit des dans les opportunités sports. d'apprentissage, quoi. C'est pas juste faire le travail sans réfléchir, sans se poser de questions. C'est chaque fois que tu fais quelque chose, tu peux en retirer des apprentissages. Tu n'as pas besoin d'écrire une page de notes à chaque fois, après chaque entraînement, mais tu peux retirer des choses importantes qui, comme tu l'as dit, vont t'aider dans d'autres contextes, d'autres séances d'entraînement, des compétitions, etc. Absolument, absolument. Et c'est vrai que il y a tellement d'or là-dedans, tu vois, de choses qui valent beaucoup pour la performance que c'est une des choses où, en tant que coach, qui me frustre le plus des fois quand je vois des athlètes qui mettent très peu de retour, entre guillemets, Hmm. et c'est des choses que ben, tu vois, je passe beaucoup de temps à expliquer et ils voient au fur et à mesure, tu vois, et aussi comment on approche la stratégie en WOD, etc., Mhm. les niveaux de détail, hop, ils voient l'importance que c'est que d'avoir toutes ces informations d'entraînement derrière. Ouais, c'est marrant ce que tu disais par rapport à la charge psychologique des tests, justement. Je me rappelle quand je bossais dans les sports co, il y avait cette notion, par exemple, en rugby, quand tu sortais les cellules photoélectriques euh, pour
mesurer les sprints, par exemple, ben, il y a des gens qui tombaient en morceaux, qui n'arrivaient pas. Et donc, je me rappelle plus de qui j'écoutais là-dessus, mais un prépa physique, justement, qui a dit qu'il sortait il sortait les cellules à chaque entraînement, en fait. Même s'il les enclenchait pas, il les mettait sur la piste à chaque entraînement. Comme ça, les mecs, ils étaient désensibilisés, en fait, à l'idée de se faire tester, entre guillemets. Et ce qui fait qu'après, ils arrivaient mieux à performer. Et un autre truc que tu as dit qui est très important, à mon avis, c'est que si tu passes ton temps à te tester, tu passes pas ton temps à t'entraîner. Et à la limite, le vrai test, c'est la compétition. C'est quand tu arrives sur le week-end et que tu vas challenger en fait ce que tu as développé et tu vas voir si tu as fait le boulot ou est-ce qu'il manque encore des choses. Mais qu'au final, se tester tout le temps, que ce soit à l'entraînement ou alors même en compétition, si tu fais que ça toute l'année alors que tu as déjà un bon niveau. Moi, je vois plusieurs athlètes, et ça, c'est peut-être un bon sujet sur lequel on peut enchaîner. Je vois des très bons athlètes, mais qui ont le besoin de se tester tout le temps pour, euh, pour montrer qu'ils sont forts ou pour se prouver à eux-mêmes qu'ils continuent de performer et qui font littéralement une compète toutes les 2 semaines, alors qu'ils ont un niveau où, à mon avis, en tout cas, pour s'exprimer pleinement, il faudrait qu'ils se donnent quelques semaines, voire des fois quelques mois, et qu'ils espacent un petit peu plus les choses. Et encore une fois, je suis complètement d'avis que si tu débutes, si tu as envie d'être bon en compétition, que tu es bon à l'entraînement, mais que tu n'es pas bon en compétition, va faire plus de compètes parce que c'est de ça dont tu as besoin. Mais il y a un moment donné, se tester tous les week-ends, ça devient problématique. Qu'est-ce que tu en penses? Je, alors, beaucoup de choses, je suis d'accord avec beaucoup de choses. Il y a, comme on disait déjà, le fait que l'entraînement soit un test, c'est peut-être que le mot test est mal pris dans ce contexte. C'est un élément de données ou d'information, entre guillemets. Voilà, qui peut informer Euh, la suite du processus d'entraînement. Exactement. C'est pas un test dans le sens où c'est bien ou pas bien. C'est dans le sens où ben, il se peut que voilà, ça peut aussi être une séance où on dit ben, c'est pas du 100, donne pas 100%, mais reste sur du 8, tu vois, effort à 8 sur 10, et ça te donne une information. Qu'est-ce que tu es capable de faire à cet élément-là? Sur ce que tu dis par rapport à je pense que ce qui est intéressant, à mon avis, et la question à poser, c'est est-ce que ces gens qui ont besoin de se tester font confiance Hmm. au process dans lequel ils sont? Mhm. Ça, c'est une question que j'aimerais bien, tu vois, euh, qui, voilà, philosophique à Ouais, laisser. ouais, tu sais, philosophique peut-être, mais en même temps qui est central. Et ça, on l'a toujours dit. Même un mauvais plan d'entraînement, si tu y crois, il va sûrement bien fonctionner, alors que le meilleur plan d'entraînement, si tu y crois pas, il fonctionnera jamais. Donc, il y Exactement. a cet investissement aussi de la part de la personne qui va faire l'entraînement. Et comme tu l'as dit, est-ce que tu fais confiance au processus d'entraînement? Et c'est vrai que ça demande de la confiance pour s'éloigner en fait du sport en lui-même, de faire des choses différentes pendant des périodes plus prolongées. On l'a vu avec Claudia, hein, avec qui on fait ça maintenant depuis 2 ans, depuis qu'on a vraiment changé l'anatomie, on va dire, de sa saison. Où avant, c'était CrossFit très très fréquemment, plus ou moins toute l'année, ou après les semis en 2023, là, on a vraiment changé la donne et elle a passé plusieurs semaines, voire plusieurs mois à travailler ses faiblesses, faire des choses pour lesquelles elle était moins forte. Et pour au final revenir au CrossFit, ça a pris un petit peu de temps pour revenir, pour se remettre à son niveau précédent, mais c'est grâce à ça qu'elle a pu passer un palier en fait Palier. et Ouais, qu'elle bien a pu sûr. passer à un niveau supérieur. Mais pour ça, il a fallu, entre guillemets, comme tu l'as dit, croire au processus et faire confiance au fait que je vais pas faire de CrossFit pendant 2 mois, pendant 3 mois, mais derrière, dans 6 mois, je vais être meilleur en CrossFit. Ce qui est pas intuitivement, ce qui est pas facile nécessairement à se dire. Et il faut le faire la première fois pour le débloquer et te rendre compte que ça fonctionne et que c'est possible. Et après, Mm. je pense que ça t'ouvre vraiment un champ de possibilités qui est énorme. Non, c'est ça. Et puis, je pense que ça vient. Et je reviendrai après à la question par rapport aux compétitions parce que c'est quelque chose qui est très intéressant. Donc, n'oublions pas ça. Mais Ouais. je pense que ça vient. Il y a un côté où il y a la, c'est pas la culture sportive, mais le CrossFit est un sport assez jeune et les Oui. pratiquants sans doute aussi assez jeunes ou qui voient seulement ce qui se passe dans le CrossFit, entre guillemets. Alors que Mhm.
si tu regardes beaucoup d'autres sports, il y a ces éléments de pas forcément faire que ton sport à l'intensité de ton sport toute l'année. Il y a les phases de, tu vois, hors saison, les phases de préparation, etc. Et je pense que ben, avec la maturation du sport de CrossFit, on y arrive entre guillemets parce que ben ça les gens voient qu'ils ont plus de succès comme ça et que c'est comme ça que tu développes surtout un sport comme le CrossFit où tes résultats sont dictés par tes points faibles, dans le sens où combien, tu vois, si tu arrives à bien augmenter tes performances sur les choses sur les moins tu es à l'aise, c'est là où tu vas débloquer ta performance maximalement, entre guillemets. Je Mhm. m'excuse, elle n'est pas, elle est pas très claire, mais c'est ça, quoi. C'est vraiment les gaps, c'est les choses les plus importantes à vraiment attaquer parce que c'est ce qui te coûte le plus en compétition, quoi. Et Et typiquement, c'est ce qui va prendre le plus de temps à développer. Donc, il faut se donner aussi, le temps aussi d'allouer de l'énergie et des heures d'entraînement à ces choses-là. absolument. En plus du fait que bah, psychologiquement, c'est moins chouette d'entraîner les choses où t'es pas fort. Donc les gens ont tendance à moins le faire parce que ah, j'ai pas envie de faire ça, je suis pas bon là-dedans, donc de toute façon je le laisse de côté, ça me va bien. Et en plus c'est rewarding, c'est ça, c'est gratifiant de faire les choses qu'on aime bien et dans lesquelles on est fort. Il faut savoir passer en fait sur enfin faut savoir alterner Ouais. entre ces phases où tu travailles sur tes faiblesses, tu bouches les trous comme tu as dit, et ensuite tu reviens sur tes forces, tu capitalises là-dessus, et ensuite tu vas te tester et tu regardes ce qui se passe, ce qui te manque encore, etc. Non, exactement. Et c'est cet équilibre qui est, tu vois, on parlait au départ de jouer le piano, pousser le piano. Ouais, C'est quelle est la quantité de ce travail de faiblesse que tu peux donner à chaque personne? Parce qu'il y en a qui digéreront plus que d'autres par rapport à tout ça, ou il faut le masquer avec des choses un peu plus fun et un peu plus, tu vois, voilà, est-ce que tu mets quelques snatchs quand tu fais de la course à pied, tu vois, juste, tu vois, hop, ouais. c'est des choses, c'est des choses en tant que coach sur lesquelles il faut jouer pour justement quelle est la quantité maximale de choses qui sont moins sympas à faire, mais qui vont vraiment supporter une performance plus haute, quoi, et passer un palier. Par rapport, je reviens à autre chose là-dessus, Sean, ou, Vas-y, vas-y. je suis chaud sur le point de la compétition, dans le sens où Super. euh, je pense que il faut voir, pour moi, je vois la compétition comme une compétence. C'est vraiment, et tu l'as dit très bien, tu l'as dit, il y a des gens qui ont besoin de faire plus de compétition euh, pour être meilleurs en compétition. La chose vraiment, moi, ce que je fais et que j'établis très tôt avec mes athlètes, c'est euh, pourquoi est-ce qu'on va en compétition? Certaines compétitions, quel est l'objectif avec lequel on y va, entre guillemets. Et, quelles sont pour moi, à mon avis, les étapes qui sont à mettre en place pour améliorer la compétence à faire de la compétition. C'est pas juste j'y vais pour faire la course et ma validation, c'est où je sors sur le leaderboard. Ça, pour moi, c'est surtout au départ, quand je travaille avec un athlète, c'est la dernière de mes préoccupations, entre guillemets. Parce que je sais que si on met les bons ingrédients au départ, c'est ce qui va permettre de progresser dans le temps, euh, euh, dans le sens où, ben, avec les progrès qu'on fera sur les capacités physiques, si après on sait les mettre en place en compétition, ben, la combinaison des deux fera que le résultat sera le mieux possible. Euh, et c'est vrai que pour moi, c'est au départ, tu vois, je dis toujours, j'ai aucun problème pour un athlète à aller faire. J'aime quand ils font trois quatre compétitions dans l'année. Pas plus. Enfin, je te dis ça, maintenant la saison elle est très différente. Bref. Euh, mais tu vois, ce genre d'idée, d'ordre d'idée, ça me pose aucun problème, entre guillemets. Mhm. Parce que tu peux aller faire une compétition où tu t'entraînes jusqu'au jour d'avant, tu vas faire tes WOD, tu prends un peu de repos derrière. Tout dépend, tu vois, ça ne veut pas dire que t'es pas obligé d'aller à une compétition en faisant un pic de forme. Tu peux y aller comme part de l'entraînement, entre guillemets. Ouais. Et c'est vrai que pour moi, je passe beaucoup de temps à mettre en place des étapes avec ces
première chose, est-ce que tu es capable de mettre en place une bonne stratégie pour tes WOD et d'aller les exécuter avec la pression de la compétition? Pas en regardant ce qui se passe autour, c'est est-ce que tu peux rester dans ta ligne Hmm. et faire ça? Parce que c'est une chose de le faire dans la salle de sport où tu es peut-être tout seul, tu t'entraînes au milieu de l'après-midi, il n'y a personne, et de le faire quand il y a du monde autour, d'autres athlètes. Et c'est vraiment pour moi la première étape parce que je vois beaucoup trop d'athlètes qui, c'est la compétition, 3, 2, 1, go, et je regarde tout ce qui se passe autour, j'ai oublié mon plan ou j'ai pas établi de plan. Et si à côté ça va à 3000 à l'heure et que c'est pas soutenable ni pour lui ni pour moi, ben, je vais quand même y aller parce que c'est la compétition. Donc Hmm. c'est vraiment la première chose, c'est est-ce que je suis capable de faire ça, de prendre les WOD les uns après les autres, dans le sens où est-ce que je suis capable de tirer un trait après le WOD qui vient de se passer, qu'il se soit bien passé ou pas bien passé. On débriefe, bien sûr, mais est-ce que je suis capable de mettre 100% de focus sur le prochain? Et pour moi, ça, c'est vraiment les premières, la première étape Et, et je, pour développer. Et c'est clairement la plus importante et malheureusement souvent celle qu'on ignore ou que les gens passent au travers et ils pensent pas. Mais comme tu l'as dit, le fait de regarder ce qui se passe dans le couloir d'à côté, c'est le dernier truc que tu vas faire en compète. Ça demande un niveau de maîtrise déjà de ta gestion de l'effort qui est incroyable. Tu regardes des Matt Absolument. Fraser qui sont capables de juste regarder sur les écrans ou pour ceux qui regardent un petit peu de Formule 1, la saison dernière, si je me trompe pas, c'était Alonso qui était en plein milieu de son Grand Prix et qui avait vu que son coéquipier avait fait un très bon temps et qu'il l'avait vu sur un des écrans. Je veux dire, ça prend un niveau complètement différent de maîtrise et de compétence pour pouvoir le faire. Et si tu fais ça alors que tu sais pas tenir le guidon et que tu n'arrives pas à faire ta course ou faire ce que tu es supposé faire au départ, c'est là où beaucoup de problèmes viennent. J'allais dire, c'est mettre la charrue devant les bœufs, quoi. C'est pas dans le bon ordre. Et si tu te concentres simplement sur ton exécution, eh ben, déjà, tu te concentres sur ce que tu peux maîtriser, ce qui est au final la seule chose qui compte, parce que ce que font les autres, tu pourras pas le maîtriser. Et après, ça enlève aussi beaucoup d'inconnus parce que oui, tu peux toujours pointer du doigt la programmation, les autres personnes qui étaient là, pourquoi tu es tombé là ou là sur le leaderboard, mais si tu te concentres juste sur le plan que tu avais mis en place, est-ce que tu l'as exécuté comme tu avais prévu? Qu'est-ce que tu peux améliorer la prochaine fois? Qu'est-ce que tu peux mieux faire entre les WOD? Est-ce que tu peux améliorer ta récup, ta nutrition, ton hydratation? Et au final, c'est tellement de ces éléments auxquels on pense pas forcément au départ, mais dans une compète, c'est ça qui fait ou qui casse ta journée ou ton week-end ou tes jours de compétition. Et comme tu l'as dit, la compétition, c'est une compétence. Et il faut la pratiquer, il faut l'aborder, à mon avis, de ce côté que tu viens de mentionner. Ah, exactement. Et comme tu dis, tu vois, si tu as mis en place, si tu y vas et tu connais tes objectifs pour la compétition, qu'est-ce que tu vas développer à ce moment-là? Quels sont les ingrédients qui sont importants dans le sens où quelles sont tes intentions? Quels sont, tu vois, quels sont tes plans? Quelles sont les décisions que tu veux prendre dans ce week-end? Si tu performes, si tu mets tout ça en place et que tu performes du mieux possible, le chiffre sur le leaderboard, il est secondaire dans le sens où tu peux pas ne pas être content de ce que tu as fait. Que Hmm. ça te satisfait, que tu sois satisfait ou pas, parce que tu as envie de faire plus. C'est autre chose. Bien sûr, tu vois, tout le monde a envie de se... Il y en a qu'un qui gagne à la fin du week-end. Ouais, c'est ça. Tu vois, mais ça ne veut pas dire que voilà, tout le monde ne devrait pas être déçu par contre. Euh, et ça te permet aussi de objectivement savoir sur quoi tu dois travailler. Parce que si c'est des problèmes d'exécution, si tu as performé à 80% de ce que tu peux faire, bah, est-ce que c'est ça le problème ou est-ce que ton niveau de performance n'est pas suffisant pour le palier au-dessus? Donc c'est tout ça où c'est vraiment important, comme tu dis, où avant d'être capable de prendre des informations extérieures pendant la course, sois en contrôle de ce que tu fais, connais-toi à 300%. Et à ce moment-là, tu peux commencer à regarder à ce qui se passe. Oh, est-ce que là, il y a quelqu'un qui accélère? Est-ce que moi, je suis en capacité? Ou est-ce que c'est trop tôt, il faut que j'attende un peu? Ou est-ce que je sais que je peux tenir ce rythme? Et ça, oui, ça, c'est le truc, c'est le côté sympa de faire la course.
mais il faut gagner le droit d'y arriver, entre guillemets. Sinon, Hmm. ben, tu pars trop vite et c'est celui qui survit le mieux, entre guillemets. Ouais. Pour ceux et celles qui écoutent et qui peut-être veulent se lancer dans la compétition ou qui en ont fait une ou deux, quels conseils tu pourrais leur donner de choses importantes auxquelles il faut penser avant d'aller à la compétition, au-delà de la stratégie des WOD dont on a parlé, de ces deux, trois autres éléments? Qu'est-ce qui ressort pour toi comme étant les choses importantes sur lesquelles se concentrer afin de réussir sa compète, réussir son week-end, pas d'un point de vue du résultat sur le leaderboard, mais Ouais. vraiment comment toi, tu as performé sur la compète? Première chose, c'est avant d'y aller, quelles sont les intentions que je veux mettre en place. Mhm. Et c'est, tu vois, pas, euh, mettons la stratégie de côté, mais c'est est-ce que, tu vois, est-ce que je vais me rendre content de mon effort, des décisions que je prends pendant le week-end et de la façon avec laquelle je me parle. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est son premier supporter et Ou son que premier détracteur. ou son premier détracteur, exactement. Et c'est vrai que euh, ces éléments-là, je leur dis toujours, tu vois, 100% d'effort, chercher des solutions, parce qu'il y aura toujours des problèmes qui seront posés, que ce soit des no-reps, que ce soit un plan qui est fait, qui ne marche pas, il faut trouver une alternative. Hmm. Et pour ça, c'est vraiment des choses, et c'est assez passionnant, c'est intéressant, vraiment de le regarder de ce côté-là. Ça rend chaque WOD, ça ajoute une dimension. Est-ce que j'ai trouvé les bonnes solutions? Est-ce que je me suis parlé comme il fallait au moment où c'était difficile? Euh, Parce que tu vois, la rapidité avec laquelle tu vas passer d'un état d'esprit où tu viens de prendre trois no-reps, t'es dégoûté, tu te dis, oh, mon week-end est fini, ça y est, c'est la fin du monde. Ah, ok, laisse-moi trouver la solution. Qu'est-ce qu'il faut que le juge voit? J'ai perdu 10 secondes, c'est pas la fin du monde. Quelle est ma prochaine étape? C'est la différence entre perdre 10 secondes et perdre une minute ou Hmm. sortir complètement de ton WOD, quoi. Et c'est des points, bref. Euh, si on commence, ça c'est important de se dire, voilà, quels sont les ingrédients sur lesquels je vais juger mon week-end. Hmm. Il y a aussi savoir que une des choses clés dans un week-end comme ça, qui est très spécifique au CrossFit, c'est la gestion du stress ou des hormones aussi, dans le sens où ben, il faut monter pour faire un WOD et après réussir à redescendre et se remotiver, se remonter pour le prochain, redescendre, remonter. Et tout ça, euh, c'est quelque chose qui, quand tu commences, tu n'as pas forcément les outils pour ça, entre guillemets. Ou tu sais pas comment faire, ou voilà, tu prends du C4 avant le premier WOD et après. Donc voilà, bref, c'est tous ces éléments-là où juste commencer avec ça, être, comme tu l'as dit, avoir la nutrition, trouver les stratégies qui fonctionnent bien pour moi après un WOD. Est-ce que je fais mon cool down? Euh, Est-ce que je vais marcher en dehors de l'endroit où il y a la compétition, loin de la musique bruyante? Je me mets de la musique classique dans les oreilles. Je vais m'asseoir pendant une heure. Tu vois, des éléments. Je vais te donner une anecdote qui a été très intéressante de ce point de vue-là. C'était 2022, tu vois, j'étais avec Lucy Campbell que je coach. On était au Wodapalooza et elle gagne l'event où il y avait, c'était le rameur nage-course. Mhm. Et derrière, tu vois, c'était le premier WOD de la deuxième journée, je crois. Et on dit, enfin, je lui dis, repars à l'hôtel, tu vois, pose-toi, hop, on se retrouve à cette heure-ci, on fera après avoir débriefé, part à l'hôtel, on se retrouve pour parler du prochain WOD. Et elle revient et elle me dit, j'ai pas réussi tu vois, à redescendre, tu vois, j'ai pas réussi à fermer l'œil ou même de me reposer. J'étais sur le téléphone, enfin, tu vois, heureuse, tu vois, et c'est bien, il faut ce moment où, tu vois, tu as un bon Ouais. résultat, il faut Faut vivre prendre un peu le temps d'être le moment content. présent, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Mais de là, on s'est fixé, tu vois, dans les compétitions d'après, c'est on se fixe une période de temps par rapport à combien j'ai de temps avant l'autre. Ben, profite, appelle papa, maman, tu vois, sois content ou hop.
Et après, on met le téléphone de côté et c'est le moment où on redescend, tu vois. Mhm. Et chacun a des stratégies différentes pour ça. Il y a des gens qui, ben, c'est la musique. Il y a des gens, c'est je vais aller me marrer avec les copains, tu vois. J'ai un groupe de copains, je vais aller faire, voilà. Mais c'est de trouver ces outils-là pour gérer le mieux ça, parce que tu vois beaucoup de gens qui, dernier jour de compétition, sont nerveusement nazes et qui n'arrivent pas à se stimuler, où il n'y a plus cette adrénaline, tu vois, ce bon mélange d'hormones qui fait que ben, tu es prêt pour performer, quoi. Mhm. Ouais, et comme tu l'as dit, c'est vraiment quelque chose qui, bah, c'est un peu baptême par le feu parce que tant que tu n'y es pas passé, c'est difficile de simuler tout ça hors compétition. Donc, il faut faire des compétitions si c'est ça qui manque. Mais comme tu as dit, chaque compétition, pareil, comme on disait avant avec les entraînements, c'est une opportunité pour apprendre quelque chose, pour peaufiner ton approche, pour avoir une meilleure gestion la fois d'après. Et je dirais que c'est même jamais acquis en tant que tel. C'est-à-dire que tu peux avoir un mindset qui est parfaitement bien équilibré et bien établi à l'approche d'une compétition et tu vas faire la prochaine. Ton mindset, c'est forcément pas le même. Il y a des choses qui se sont passées entre deux. Les attentes sont pas les mêmes. La pression, la préparation. Et même si tu te dis, ah là, c'est bon, j'ai bien géré ma compète, donc toutes les compètes à l'avenir, je vais bien les gérer. Bah, en fait, non, il y a toujours des choses qui changent. Donc, ça demande aussi un ajustement perpétuel et de prendre ça comme élément de performance autant que tout l'autre travail que tu fais à l'entraînement, etc. Non, absolument. Et surtout, euh, pour moi, gérer ça, gérer où est l'athlète dans sa tête en compétition, c'est mon rôle en compétition. Le travail, il est fait, tu vois. Ils vont pas être plus fit, tu vois, le vendredi pour le samedi. Ouais, ouais, c'est Non, tu ça. vois, c'est vraiment. Et j'aime beaucoup, et je me sers beaucoup de l'analogie, tu vois, de la Formule 1 ou de la course de voiture où ben, il y a le travail sur la voiture, hein. Il y a le travail sur les performances, quelle est la vitesse maximale que tu peux prendre en ligne droite sur les virages, etc. Mais c'est aussi développer la capacité du pilote à conduire cette voiture. Hmm. Et il y a tout ce travail dans le sens où le week-end de compétition, c'est voilà, c'est s'occuper du pilote. Oui. C'est de vraiment avoir établi en avant, comme tu dis, d'une compétition à l'autre, les objectifs, l'état d'esprit peut être vraiment différent, tu vois, le niveau de pression. Et c'est pour ça que toujours établir avant d'y aller quels sont les objectifs et quels sont, et tu vois, ça fait des années, des fois, que je travaille avec les mêmes athlètes et c'est le même process, tu vois. Quels sont les ingrédients avec lesquels on va et qu'on va se battre pour mettre en place pour le week-end. C'est établir ça en avance et après, quand c'est le week-end, et moi, moi, les week-ends de compétition, c'est ce que je préfère parce que tu vois tes athlètes qui font des heures de travail et qui font tout ça, tu vois, entre quatre murs, c'est pas toujours sexy, c'est pas Ouais. toujours, tu vois, voilà, il y a du travail derrière et qui vont faire ce qu'ils aiment. Moi, ça me passionne et ça m'inspire aussi, tu vois, en tant que coach. Euh, mais mon rôle, c'est vraiment de vraiment gérer. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ce concept des trois F entre Fear, Fun, Factor, Fear, Fun, Focus. Ouais, 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 ça me dit quelque chose, ouais. Et c'est vraiment de trouver où ils sont sur cette. Si tu imagines un axe de stress ou de pression, où est-ce qu'ils sont pendant le week-end? Est-ce qu'ils sont trop, qui ressentent pas trop de pression, pas suffisamment, tu vois? L'exemple, c'est dimanche, c'est le dernier jour, c'est le troisième jour de compétition, ça s'est pas très bien passé et ils ont pas envie, tu vois? Hop, alors que bon, si tu as trois events et tu as 300 points à faire, c'est un jour important quand même, tu vois, tu peux Ouais. pas. Et pareil de l'autre côté, tu vois, aussi arrive trop stressé au point où c'est paralysé, et tu peux jouer sur, tu vois, comment est-ce qu'on rajoute un peu plus de fun ou de fear ou de focus, tu vois, quelle est la balance entre ces trois éléments Mhm. pour les ramener sur un endroit un peu plus apte, tu vois, un peu plus au milieu où ben voilà, ils sentent un peu plus de pression que le fait d'être ennuyé et pas hop,
ou moins, tu vois, de pression négative pour justement être performé, entre guillemets. Enfin, voilà, pour moi, c'est ça, c'est les écouter. Oh, comment ils sont? Est-ce que je sens qu'il y a trop de peur, tu vois? Est-ce que ça va les bloquer, entre guillemets, ou est-ce qu'ils Mhm. sont pas assez concentrés, tu vois? Est-ce que ils sont un peu trop, est-ce que ça manque un peu de pression? Ils sont trop dans l'amusement, etc. Et c'est à moi, en fonction de ce que je ressens là, d'essayer de les pousser un peu plus d'un côté que de l'autre, pour les mettre dans les meilleures dispositions pour attaquer le prochain WOD, quoi. Ouais, on revient à la sphère psychologique, hein. Donc, c'est là où on a commencé le podcast. Là, on a bouclé la boucle et on y revient. Donc, tant sur le coaching, toi, tu assignes beaucoup d'importance, à juste titre, hein, à l'individu que tu as en face de toi, comment la personne fonctionne, à quoi elle répond bien, à quoi elle répond moins bien. Et quand on arrive à la compétition, ben, au final, c'est ce paramètre psychologique qui va déterminer ta capacité ou non à exploiter le physique, le technique, le tactique que tu as travaillé à l'entraînement, en fait. C'est le facteur qui peut faire la différence, parce que si on se basait juste sur les performances brutes, eh ben, on ferait un test physio, un test de force avant la compète. Personne n'aurait besoin d'aller sur le floor et on dirait, ben, t'as gagné, t'as les meilleurs Pas chiffres. gagné. Mais c'est pas ça la compétition, c'est savoir eh ben, exprimer son potentiel physique, technique, tactique dans un environnement de stress intense avec toutes les contraintes que ça implique. Et comme tu l'as dit, c'est très très important pour les coachs qui encadrent leurs athlètes de savoir aussi gérer cet aspect-là de la performance et pouvoir les accompagner progressivement. Comme tu l'as dit, ça fait des années que tu travailles avec certains athlètes. Eh ben, c'est un travail qui s'arrête jamais, tout comme l'entraînement. On peut toujours devenir meilleur, il y a toujours des détails, les choses vont changer, mais c'est important de considérer l'importance de ce versant psychologique, tant dans la prise en charge individuelle que dans la performance en compétition. Non, absolument, absolument. Cyril, c'était un grand plaisir de t'avoir sur le podcast et d'échanger avec toi. J'ai pas vu le temps passer, c'est toujours bon signe. Pour ceux et Moi non celles, plus. c'est très bien. Pour ceux et celles qui voudraient prendre contact avec toi ou en savoir un petit peu plus sur ce que tu proposes au niveau de tes suivis, de tes coachings, etc., où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Ils peuvent me retrouver sur mon site internet. Euh, Tu veux que je le Je crois donne que, je là crois que je ou l'ai ici, c'est Cyril Gréchy, coaching? cyrilgrechicoaching.co.uk. Exactement. Et puis, je mettrai aussi le lien vers ta page Instagram pour ceux qui souhaitent Parfait. aller voir un petit peu ce que tu fais là-bas. Est-ce que, Super. est-ce que tu prends des athlètes en suivi à l'heure actuelle? Est-ce que tu offres des consultations? Comment tu fonctionnes? Oui, j'ai de la place, pour quelques places pour certains athlètes s'ils cherchent un coach en suivi personnel. C'est la chose sur laquelle je me concentre en ce moment. Donc, Mhm. y a pas, ils peuvent voir sur mon site internet, me contacter et avoir une discussion, voir si on peut matcher, et ils ont envie de travailler avec moi. Et voilà, donc ils peuvent faire ça, il n'y a pas de problème. Super, bah écoute, toutes les infos seront dans la description. Merci encore pour ce chouette échange. J'ai, Merci j'ai à toi, appris Sean. plein de choses intéressantes et au plaisir de se voir sur un floor de compétition, un de ces quatre. J'espère aussi très vite. Super, merci Cyril. Avant de te quitter, je voulais t'en dire un petit peu plus sur le sponsor de ce podcast. All You Need Nutrition est une marque de compléments alimentaires de la plus haute qualité made in France. D'ailleurs, quand ils m'ont contacté au début, ma femme, qui est nutritionniste de formation, avait pas mal de questions sur les différentes composantes qu'ils utilisent. Alors on s'est fait un call de près de 2 heures avec Myriam, qui est à l'origine de toute la gamme All You Need. Après l'appel, ma femme était très contente de toutes les réponses que Myriam a pu lui apporter et était plus qu'heureuse de collaborer avec une marque de cette qualité. Et si ma femme dit oui à une marque de compléments alimentaires, moi je suis les yeux fermés. Personnellement, j'adore leur whey que j'utilise après chaque entraînement en renfo ou alors dans mon yogourt le matin si je veux un peu plus de prot. Elle est pas trop sucrée et le goût cacao est top, en plus elle se mélange vraiment bien. Leur produit One est génial si tu veux un léger coup de boost en plus de toutes les vitamines et les minéraux qu'il peut te manquer si tu t'entraînes sérieusement. Ma femme préfère prendre une seule dosette, moi j'en prends 2, alors assure-toi de trouver la dose qui te convient. Mention spéciale pour leur shaker qui est littéralement le meilleur shaker que j'ai utilisé ces 15 dernières années. Ça fait plus de 2 mois qu'on utilise leurs produits et on est vraiment très content de pouvoir travailler avec eux. Alors si tu veux soutenir ce podcast, clique le lien dans la description et découvre toute la gamme All You Need et utilise le code UPSIDE pour bénéficier de 10% de rabais sur ta prochaine commande. Merci et à bientôt pour le prochain épisode.